Imaginez le palais le plus magnifique d'Europe, des miroirs qui brillent à perte de vue, des lustres de cristal, des ors partout, le symbole absolu du pouvoir et de la beauté. Maintenant, imaginez que vous ne pouvez pas respirer, parce que ce château sent l'urine, les excréments, la sueur de milliers de corps entassés les uns contre les autres. L'odeur est si forte que les ambassadeurs étrangers ont vomi en arrivant, si insupportable que les courtisans doivent porter des flacons de parfum sous le nez pour ne pas s'évanouir. 352 pièces, 10 000 personnes qui vivent ici et seulement 300 toilettes. Le reste, vous allez le découvrir, les escaliers qui servent de latrines, les jardins transformés en lieux d'aisance, les lettres secrètes qui révèlent l'horreur quotidienne et ce que Louis XIV lui-même a refusé de voir, parce que sous la splendeur, il y avait les corps. Et ce que cette réalité cachée nous dit sur le prix de la grandeur va vous bouleverser. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo et abonnez-vous maintenant parce que je vous fais découvrir les vérités oubliées de l'histoire de France que personne d'autre n'ose raconter. L'histoire commence. Versailles au matin. Le soleil se lève sur les façades, la lumière caresse les pierres blanches, fait étinceler les fenêtres à perte de vue. Les jardins s'éveillent dans une brume légère. Au loin, les fontaines commencent leur ballet. C'est le palais le plus célèbre du monde, le symbole de la France éternelle, le chef-d'œuvre absolu du roi Soleil. Approchons-nous, franchissons ces portes monumentales, entrons dans la galerie des glaces, 357 miroirs capturant la lumière du jour et la multiplient à l'infini. Le plafond peint par Charles le Brun raconte les victoires du roi. Les lustres de cristal attendent la tombée de la nuit pour révéler leur magie. Les dorures brillent partout, sur les moulures, les sculptures, les cadres, les poignées de porte. Chaque centimètre de ce lieu hurle la grandeur, la puissance, la perfection. C'est ce que Louis XIV a voulu, un palais qui éblouit, qui écrase, qui force l'admiration et la soumission. Les ambassadeurs étrangers qui arrivent ici doivent comprendre immédiatement qu'ils ne sont rien face à la majesté du royaume de France. Les courtisans qui vivent ici doivent se rappeler chaque instant qu'ils évoluent dans un lieu divin, au service d'un monarque qui se compare au soleil lui-même. Et ça marche. Pendant 3 siècles, Versailles a fasciné le monde entier. Aujourd'hui encore, des millions de visiteurs viennent contempler ce miracle architectural. Ils photographient les ors, ils admirent les jardins, ils s'imaginent les fêtes somptueuses, les bals masqués, les intrigues de cour. Mais il y a quelque chose que personne ne vous dit lors de la visite guidée, quelque chose que les gravures d'époque ont soigneusement effacé, quelque chose que la propagande royale a tué pendant des décennies. Versailles sentait atrocement mauvais. Pas un peu, pas de façon supportable, non. Une puanteur constante, omniprésente, suffocante. Une odeur si forte que des ambassadeurs étrangers ont été pris de nausées en arrivant. Si insupportable que certains courtisans préféraient braver la colère du roi plutôt que de rester 1 heure de plus dans certaines parties du château. Comment le savons-nous avec certitude ? Par les lettres privées, les témoignages cachés, les mémoires écrits loin des oreilles du pouvoir. Et ces sources sont absolument formelles. Prenons Madame Palatine. Son vrai nom est Élisabeth Charlotte de Bavière, princesse allemande devenue belle-sœur de Louis XIV, par son mariage avec Monsieur, le frère du roi. C'est une femme directe, franche, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et surtout, elle écrit des centaines de lettres à sa famille restée en Allemagne, des lettres où elle raconte la vérité, la vraie, celle qu'on ne peut pas dire à haute voix à la cour. En 1694, elle écrit à sa tante en Allemagne, et là, elle lâche cette phrase incroyable. On ne peut faire 10 pas dans les galeries de ce sensé de cette Versailles sans rencontrer un tas d'ordures. Lisez bien ces mots, un tas d'ordures, pas une petite saleté occasionnelle. Non,
des tas réguliers, visibles tous les 10 pas, dans le palais le plus luxueux d'Europe. Elle ne s'arrête pas là. Dans une autre lettre, elle raconte qu'elle doit tenir un mouchoir imbibé de vinaigre devant son nez pour traverser certaines galeries, que l'odeur est si violente qu'elle lui donne des maux de tête, qu'elle a vu des visiteurs venus de province littéralement vomir face à la puanteur ambiante. Madame Palatine n'est pas la seule à témoigner. Le duc de Saint-Simon, ce chroniqueur impitoyable de la cour, note dans ses mémoires quelque chose de encore plus choquant. Il écrit que les couloirs, les escaliers dérobés, les recoins sombres et même certaines antichambres servent de lieux d'aisance improvisés. Vous avez bien compris, les gens urinent et défèquent dans les couloirs de Versailles, dans les escaliers, dans les recoins, parfois à quelques mètres seulement des appartements royaux. Pourquoi ? Comment est-ce possible ? Parce que Versailles a été construit pour éblouir, pas pour qu'on y vive. Louis XIV a dépensé des fortunes colossales pour les façades, les jardins, les fontaines, les dorures. Mais il a négligé un détail que les architectes et les intendants n'osaient pas mentionner parce que ce n'était pas glorieux, pas visible, pas spectaculaire. Les toilettes. Versailles compte 352 pièces officielles, des chambres, des salons, des galeries, des salles de réception. Mais combien de vraies toilettes, de latrines fonctionnelles ? 300, seulement 300 pour l'ensemble du château. Et ce n'est pas tout. Ces 300 latrines sont primitives. Ce sont des chaises percées, c'est-à-dire des sièges avec un trou au-dessus d'un seau ou d'une fosse. Pas de chasse d'eau évidemment, pas de système d'évacuation moderne, juste un trou. Et ces seaux, ces fosses, sont vidés de façon irrégulière par des domestiques qui font ce travail dans des conditions atroces. Maintenant, imaginez la situation réelle. À Versailles, vivent en permanence entre 3 000 et 10 000 personnes selon les périodes. 3 000 courtisans dans les périodes calmes. Jusqu'à 10 000 lors des grandes occasions, quand toute la noblesse du royaume afflue pour assister à une cérémonie importante. 10 000 personnes, 300 toilettes, faites le calcul. Dans le meilleur des cas, c'est une toilette pour 33 personnes. Et ces toilettes, vous ne pouvez pas y aller quand vous voulez. Il y a des règles, des protocoles, des préséances. Les nobles les plus importants ont accès à certaines latrines. Les autres doivent attendre, parfois des heures. Que fait un courtisan coincé dans la galerie des glaces pendant une cérémonie qui dure 3 heures ? Que fait un ambassadeur qui attend une audience avec le roi depuis le matin et qui n'ose pas s'absenter de peur de rater son tour ? Que font les milliers de domestiques qui travaillent sans relâche et qui n'ont même pas accès aux latrines réservées à la noblesse ? Ils se débrouillent. Ils trouvent un escalier discret, un recoin sombre, un bosquet dans les jardins, et ils font ce qu'ils ont à faire. Une ambassadrice vénitienne, en visite officielle en 1685, écrit dans un rapport à son gouvernement qu'elle a dû respirer à travers un mouchoir imbibé de vinaigre pendant toute la durée de son audience avec Louis XIV. Elle parle d'un assaut des narines dès son entrée dans le château. Elle avoue avoir été si choquée qu'elle a failli demander à sortir plusieurs fois, mais qu'elle s'est retenue par respect diplomatique. Imaginez la scène. Cette femme, habituée au palais de Venise, aux cours italiennes réputées pour leur raffinement, arrive à Versailles. Elle a entendu parler de ce lieu mythique. Elle s'attend au summum de l'élégance européenne. Et dès qu'elle franchit les portes, elle est frappée par une odeur si violente qu'elle doit se couvrir le visage. Mais elle ne peut rien dire. Parce que critiquer Versailles, c'est critiquer le roi. C'est insulter la France. Alors elle sourit, elle salue, elle joue son rôle dans ce théâtre de la grandeur, tout en respirant à travers son mouchoir parfumé. C'est ça Versailles, une splendeur visible construite sur une réalité invisible, un palais où tout le monde fait semblant, où l'apparence est tout, où la vérité ne doit jamais être prononcée à haute voix.
un colasso de voix. Les courtisans portent des habits brodés d'or. Ils marchent sur des parquets cirés. Ils contemplent des chefs-d'œuvre artistiques à chaque coin de couloir. Mais sous leurs perruques poudrées, ils transpirent dans des vêtements jamais lavés. Sous leurs pieds, dans les recoins du château, sèchent des flaques d'urine. Et dans l'air flotte en permanence cette odeur, cette puanteur que tout le monde connaît, que tout le monde subit, mais dont personne ne parle. Parce que parler de l'odeur, c'est admettre que le paradis du roi Soleil n'en est pas un. C'est briser l'illusion, c'est révéler que derrière les miroirs et les dorures, il y a des corps. Des milliers de corps humains avec leurs besoins, leurs sécrétions, leur réalité biologique, et que la grandeur politique ne peut rien contre la nature humaine. Versailles n'était pas seulement le symbole du pouvoir absolu, c'était aussi le symbole de ses contradictions les plus crues, une magnificence construite au mépris de la dignité humaine la plus élémentaire. Un lieu où l'on pouvait contempler les plus belles œuvres d'art d'Europe tout en retenant sa respiration. Et maintenant, la vraie question se pose. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi le roi le plus puissant du monde n'a-t-il pas résolu ce problème? Et surtout, comment des milliers de personnes ont-elles pu vivre quotidiennement dans ces conditions? Pour comprendre comment Versailles est devenu ce lieu pestilentiel, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Louis XIV n'est pas stupide. C'est un homme intelligent, cultivé, qui contrôle les moindres détails de son royaume. Il sait que Versailles sent mauvais. Tout le monde le sait. Alors pourquoi ne fait-il rien? La réponse se trouve dans les priorités du roi, et ces priorités révèlent quelque chose de profond sur la nature même du pouvoir absolu. Commençons par le contexte technique. Nous sommes au XVIIe siècle. Les systèmes d'égout modernes n'existent pas encore. Même dans les plus grandes villes d'Europe, l'assainissement est primitif. À Paris, les gens jettent encore leurs déchets par les fenêtres. Des rigoles nauséabondes coulent au milieu des rues. Les épidémies sont constantes. Mais Versailles n'est pas censé être une ville ordinaire. C'est le palais du roi le plus puissant du monde, un lieu construit à partir de zéro, sur des marais asséchés, avec les meilleurs architectes, les meilleurs ingénieurs, un budget pratiquement illimité. Si quelqu'un pouvait créer un lieu avec des infrastructures sanitaires révolutionnaires, c'était bien Louis XIV. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce que l'assainissement n'est pas visible, ce n'est pas glorieux, ce n'est pas ce qui impressionne les ambassadeurs étrangers. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Louis XIV a dépensé des millions de livres pour les fontaines de Versailles, des fontaines spectaculaires, avec des jets d'eau qui montent à 15 mètres de hauteur, des bassins immenses, des sculptures mythologiques, un système hydraulique d'une complexité inouïe, avec des pompes, des réservoirs, des canalisations sur des kilomètres. Et le plus fou, c'est que ces fontaines ne fonctionnent même pas en permanence. Elles ne sont activées que lorsque le roi se promène dans les jardins ou lorsqu'il y a des visiteurs importants. Le reste du temps, elles sont éteintes, parce que le système coûte trop cher à faire fonctionner. Mais ces fontaines sont magnifiques. Elles éblouissent. Elles montrent au monde entier que Louis XIV peut dompter la nature elle-même, qu'il peut faire jaillir l'eau du sol par sa seule volonté. Maintenant, parlons des toilettes. Combien le roi a-t-il dépensé pour créer un système d'évacuation moderne, pour construire des latrines en nombre suffisant, pour installer des canalisations souterraines qui auraient évacué les déchets loin du château? Presque rien. Jules Hardouin-Mansart, l'architecte principal de Versailles, a laissé des notes personnelles. Dans ces notes, conservées aux archives nationales, il mentionne avoir proposé au roi un projet de réseau d'évacuation souterrain, un système qui aurait pu révolutionner l'assainissement du château. Le coût estimé était important, certes, mais pas insurmontable pour les finances royales. La réponse de Louis XIV a été claire. Il aurait dit, selon les notes de Mansart, « Sa Majesté préfère que l'argent serve à ce qui se voit. Ce qui se voit. Voilà le cœur du problème. Le pouvoir absolu ne se mesure pas à la qualité de vie des gens qui habitent le palais,
Il se mesure à l'impression que le palais produit sur ceux qui le visitent. Les fontaines se voient, les dorures se voient, les jardins à la française se voient, les égouts ne se voient pas, et donc les égouts n'existent pas. Le résultat est catastrophique. Sans système d'évacuation, les déchets s'accumulent. Les fosses, sous les rares latrines, se remplissent et doivent être vidées manuellement. Ce travail est confié à des équipes de domestiques qui font ce métier dans des conditions absolument atroces. Ils descendent dans ces fosses la nuit, quand la cour dort, pour retirer les excréments à la pelle et les transporter dans des charrettes. Où vont ces charrettes? Elles déversent les déchets à l'extérieur du domaine, dans des fosses communes qui empoisonnent les nappes phréatiques environnantes. Les paysans qui vivent autour de Versailles connaissent bien cette réalité. Leurs puits sont pollués, leurs terres sentent mauvais. Mais personne n'ose se plaindre. C'est le prix à payer pour vivre près du palais du roi. Maintenant, ajoutons un autre problème. Un problème d'une ampleur terrifiante. La concentration humaine. Versailles n'a pas été conçu pour héberger 10 000 personnes en permanence. Le projet initial prévoyait un palais pour la famille royale et quelques centaines de courtisans privilégiés. Mais Louis XIV a une stratégie politique brillante et impitoyable. Il veut contrôler la noblesse française. Et pour la contrôler, il la force à venir vivre près de lui. Avant Versailles, les grands nobles vivaient dans leurs châteaux, loin de Paris, avec leurs propres armées privées, leurs propres sources de pouvoir. Ils étaient dangereux. Ils pouvaient se rebeller. Louis XIV a vécu la Fronde dans son enfance, cette guerre civile où la noblesse s'est soulevée contre le pouvoir royal. Il a juré que cela ne se reproduirait jamais. Alors, il crée Versailles et il transforme ce palais en prison dorée. Si vous êtes un noble important et que vous voulez obtenir une faveur du roi, un poste, une pension, un mariage avantageux pour vos enfants, vous devez être présent à la cour. Vous devez vous montrer, participer aux cérémonies, assister au lever du roi, à son coucher, à ses repas, être visible. Et donc, ils viennent, par milliers. Ils abandonnent leur château. Ils s'installent à Versailles, dans des conditions de promiscuité absolument insensées. Les courtisans les plus favorisés ont droit à un appartement. Mais ces appartements sont minuscules. 2 ou 3 pièces pour une famille entière, plus leurs domestiques. Certains nobles dorment à 8 ou 10 dans une même pièce. Les enfants, les serviteurs, tout le monde s'entasse. Les courtisans moins importants n'ont même pas d'appartement. Ils louent des chambres en ville, à Versailles ou dans les villages environnants, et font des allers-retours quotidiens. Mais pendant la journée, ils sont là, dans les galeries, dans les salons, dans les antichambres, à attendre, toujours à attendre, une audience, un regard du roi, un signe de reconnaissance. Ajoutons à cela les 4000 domestiques qui travaillent en permanence dans le château, les cuisiniers, les femmes de chambre, les valets, les jardiniers, les gardes. Ils vivent dans des conditions encore pires. Les combles sans fenêtres, les caves humides, des dortoirs où les lits sont alignés les uns contre les autres. Et puis, il y a les visiteurs, les quémandeurs, les marchands, les artisans, les soldats de la maison du roi. Tous ces gens qui viennent chaque jour à Versailles pour une raison ou une autre. Parce que Versailles n'est pas seulement un palais, c'est le centre du pouvoir, c'est là que tout se décide. Les nominations, les carrières, les fortunes. Au total, dans les périodes de grande affluence, 10 000 personnes se trouvent simultanément dans le château et ses dépendances. 10 000 corps humains qui respirent, transpirent, mangent, digèrent, excrètent, et tout ça dans un bâtiment qui n'a pas assez de toilettes, pas assez de ventilation, pas de système de gestion des déchets, pas de salle de bain moderne. Le médecin Antoine d'Aquin, puis son successeur Guy Crescent-Fagon, premier médecin du roi, tiennent des journaux détaillés sur la santé à la cour.
Fagon note en 1698 que la concentration des corps, des haleines et des humeurs crée un miasme permanent qui favorise les épidémies. Ce mot « miasme » est important. À l'époque, on croit que les maladies sont causées par les mauvaises odeurs, par l'air corrompu. On ne connaît pas encore les microbes, les bactéries, mais les médecins observent une corrélation claire entre la puanteur et les épidémies. Et, à Versailles, les épidémies sont constantes. La dysenterie frappe régulièrement. Des fièvres inexpliquées terrassent des courtisans en pleine santé. Les infections cutanées sont courantes. Les poux et les puces prolifèrent dans les perruques, les vêtements, les lits. Et puis il y a le troisième problème, le plus intime, le plus difficile à aborder pour les gens de l'époque, les pratiques d'hygiène. Vous devez comprendre quelque chose d'essentiel sur le XVIIe siècle. Se laver entièrement le corps est considéré comme dangereux. Ce n'est pas une question de paresse ou d'ignorance. C'est une croyance médicale profondément ancrée. Selon la médecine de l'époque, l'eau chaude ouvre les pores de la peau. Et si les pores sont ouverts, les miasmes, les humeurs mauvaises, les maladies peuvent entrer dans le corps. Donc se baigner, c'est s'exposer volontairement aux infections. Louis XIV lui-même a contribué à répandre cette peur. Dans sa jeunesse, il se baignait régulièrement. Il aimait l'eau. Mais un jour, après un bain, il a développé une forte fièvre. Les médecins ont immédiatement incriminé le bain. Ils ont dit au roi que l'eau avait failli le tuer. Et Louis XIV, impressionné, a presque complètement arrêté de se baigner. À partir de ce moment, la toilette du roi devient une affaire sèche. On le frotte avec du linge blanc pour retirer la sueur. On change sa chemise, on le parfume abondamment, mais on ne le lave pas à l'eau. Et comme toujours à Versailles, ce que fait le roi devient la norme. Si le roi ne se baigne pas, alors les courtisans ne se baignent pas non plus. Se baigner devient même suspect. C'est se distinguer du roi. C'est suggérer que le roi a tort. Résultat, des milliers de personnes vivent dans une promiscuité extrême sans jamais laver leur corps entièrement. Ils changent de chemise quand ils le peuvent. Ils se frottent avec du linge. Ils se parfument. Mais c'est tout. Et le parfum, justement, devient une industrie colossale. La ville de Grasse, dans le sud de la France, se spécialise dans la production d'essences et d'huiles parfumées. Les courtisans portent des boules de senteur autour du cou, des sachets d'épices dans leurs poches, des flacons de musc, d'ambre gris, de rose, de jasmin. Madame Palatine écrit dans ses lettres qu'elle ne pourrait pas survivre une journée à Versailles sans sa pomme d'ambre. C'est une petite boule creuse, en or ou en argent, remplie de résine parfumée, qu'elle porte en permanence et qu'elle respire dès que l'odeur ambiante devient trop forte. Certains courtisans se parfument tellement qu'ils en tombent malades. Les vapeurs concentrées de musc et d'ambre leur donnent des maux de tête, des vertiges, des nausées. Mais ils n'ont pas le choix. C'est ça ou respirer l'odeur réelle de Versailles. Et maintenant le détail le plus troublant, le plus humain aussi, le plus révélateur de la fragilité du pouvoir. En 1686, Louis XIV subit une opération chirurgicale majeure. Il souffre d'une fistule anale, une infection douloureuse et handicapante. L'opération est risquée. Aucun roi de France n'a jamais été opéré de son vivant, mais la douleur est insupportable. Louis XIV accepte. Le chirurgien Georges Maréchal laisse des notes détaillées sur cette opération. Et dans ces notes, il mentionne un détail que la propagande royale a soigneusement censuré pendant des décennies. Il écrit que lors de l'opération, l'odeur du corps du roi était si forte qu'il a fallu ouvrir toutes les fenêtres de la chambre malgré le froid de novembre. Lisez bien ces mots. Le roi lui-même, Louis le Grand, le roi Soleil, l'homme qui se compare à Apollon. Son corps sentait si mauvais que les médecins ont dû ouvrir les fenêtres en plein hiver pour pouvoir l'opérer. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Louis XIV est un homme de son époque. Il suit les pratiques d'hygiène de son temps.
Mais ce détail révèle quelque chose d'essentiel. Le pouvoir absolu ne peut rien contre la nature humaine. Le roi peut contrôler ses courtisans, sa noblesse, son royaume, mais il ne peut pas contrôler l'odeur de son propre corps. Et si le roi lui-même sent mauvais, imaginez les autres. Les milliers de courtisans, de domestiques, de visiteurs, tous entassés dans ce palais magnifique, tous transpirant dans leurs vêtements lourds et jamais lavés, tous incapables de se laver vraiment, tous obligés de se parfumer pour masquer ce qui ne peut pas être masqué. Versailles est un paradoxe vivant. C'est le lieu le plus beau du monde et le plus nauséabond. C'est le symbole de la grandeur française et de son hypocrisie. C'est un chef-d'œuvre architectural construit au mépris des besoins humains les plus élémentaires. Et maintenant, la vraie question devient encore plus troublante. Comment vit-on au quotidien dans ces conditions ? Quelle stratégie les gens développent-ils pour survivre à cette réalité ? Et surtout, quels sont les endroits les plus infects du château ? Vous êtes un courtisan à Versailles. Vous vous réveillez dans votre chambre minuscule que vous partagez avec votre épouse et 2 de vos domestiques. L'air est déjà vicié. Les fenêtres sont restées fermées pendant la nuit, par peur des miasmes nocturnes. 4 corps ont respiré, transpiré, pendant des heures dans cet espace confiné. Vous vous habillez. Votre valet vous aide à enfiler votre chemise, votre juste au corps brodé, vos bas de soie, puis vient la perruque, cette masse de cheveux bouclés, poudrés, qui pèse lourd sur votre crâne. Sous cette perruque vivent des poux, c'est inévitable. Tout le monde en a. On s'y habitue. On se gratte discrètement. Ensuite, le parfum. Vous vous aspergez généreusement d'eau de rose. Vous glissez dans votre poche un sachet de lavande. Autour de votre cou, vous suspendez votre pomme d'ambre, ce petit bijou précieux rempli de résines odorantes. C'est votre armure olfactive. Sans elle, vous ne tiendrez pas la journée. Vous sortez de votre chambre, vous descendez l'escalier, et là, dès les premières marches, ça vous frappe. L'odeur, cette odeur que vous connaissez trop bien, mais à laquelle vous ne vous habituez jamais vraiment. Un mélange d'urine, de transpiration, de parfums lourds qui tentent de masquer le reste. Dans un coin de l'escalier, une tache sombre. Quelqu'un s'est soulagé là pendant la nuit. Peut-être un domestique qui n'avait pas accès aux latrines réservées à la noblesse. Peut-être un courtisan ivre après une soirée trop arrosée. Vous ne regardez pas, vous passez. C'est la règle non écrite de Versailles. On ne regarde pas, on ne commente pas. On fait semblant que tout est parfait. Vous marchez vers la galerie des glaces. C'est là que le roi va passer ce matin. C'est là qu'il faut être visible. Des dizaines de courtisans sont déjà là, alignés le long des murs. Ils attendent. Certains sont là depuis l'aube. Ils espèrent que le roi les remarquera. Un regard, un hochement de tête, un mot. N'importe quoi qui pourrait signifier qu'ils comptent encore. L'odeur ici est différente, plus concentrée. Parce que des dizaines de corps sont entassés dans cet espace clos. La ventilation est mauvaise. Les grandes fenêtres donnent sur les jardins, mais les ouvrir sans permission est impensable. Il existe un protocole strict. Seules certaines personnes, à certains moments, ont le droit d'ouvrir une fenêtre. Pourquoi ? Parce qu'ouvrir une fenêtre en présence du roi peut être interprété comme une insulte. Cela suggère que l'air est irrespirable, que quelqu'un sent mauvais, et personne ne peut suggérer que le roi ou quelqu'un proche du roi sent mauvais. C'est un affront majeur. Alors on reste là, à respirer cet air épais, à se tenir droit, à sourire, à jouer son rôle dans ce théâtre permanent. À côté de vous, un courtisan sort discrètement sa pomme d'ambre et respire profondément à travers. Ses yeux sont fermés. Il a l'air de souffrir. Vous le comprenez, vous faites pareil plusieurs fois par jour. C'est la seule façon de tenir. Les parfums eux-mêmes deviennent un problème, parce que tout le monde se parfume, énormément. Les nobles dépensent des fortunes en essences rares. Musc d'Orient, ambre gris, civette, rose de Damas, jasmin d'Espagne. Ces parfums sont puissants,
Un seul flacon peut embaumer une pièce entière. Maintenant, multipliez ça par 100 personnes dans une même galerie, 100 parfums différents qui se mélangent, qui se combattent, qui créent un nouveau type de puanteur. Une puanteur luxueuse, certes, mais une puanteur quand même. Certains courtisans développent des maux de tête chroniques à cause de ces vapeurs concentrées, d'autres ont des nausées permanentes. Il existe même des cas documentés de personnes qui se sont évanouies à cause d'une exposition prolongée aux parfums trop forts. Madame de Sévigné, la grande épistolière, raconte dans une de ses lettres qu'une jeune courtisane s'est effondrée pendant une cérémonie. Les médecins l'ont examinée. Aucune maladie, juste une intoxication aux vapeurs de musc. La femme s'était tellement parfumée pour masquer sa propre odeur qu'elle s'était empoisonnée elle-même. Mais les parfums ne sont qu'une stratégie parmi d'autres. Il y a aussi les vinaigrettes. Ce sont de petits flacons remplis de vinaigre aromatisé. On les porte à son nez quand l'odeur devient vraiment insupportable. Le vinaigre, piquant et acide, coupe les autres odeurs. Ça brûle les narines, mais au moins ça vous réveille. Ça vous empêche de vomir. Les courtisans les plus riches possèdent moins des vinaigrettes en or ciselé. Les moins fortunés utilisent de simples flacons de verre. Mais tout le monde en a une. C'est aussi essentiel que l'épée pour un gentilhomme ou l'éventail pour une dame. Et puis il y a les mouchoirs. Les courtisans en portent toujours plusieurs sur eux, pas seulement pour se moucher, mais pour les imbiber de parfums, de vinaigre, de n'importe quoi qui peut aider à filtrer l'air qu'on respire. Tenir un mouchoir devant son nez devient un geste élégant, raffiné, une façon de montrer sa délicatesse. Mais en réalité, c'est une question de survie. Maintenant, parlons des endroits. Parce qu'à Versailles, tous les lieux ne se valent pas. Il y a des zones supportables. Et il y a des zones où même les courtisans les plus endurcis évitent d'aller. Les escaliers dérobés sont les pires. Ces escaliers étroits, sombres, qui permettent aux domestiques de circuler sans être vus de la noblesse. Ces escaliers sont des cauchemars olfactifs. Le duc de Saint-Simon écrit qu'on évite certains de ces escaliers comme on éviterait la peste. Pourquoi ? Parce que ces escaliers, éloignés des regards, deviennent des lieux d'aisance improvisés. Les domestiques qui n'ont pas le temps de chercher une latrine, les visiteurs perdus qui ont un besoin urgent. Tout le monde utilise ces escaliers et personne ne les nettoie, ou plutôt on les nettoie de façon irrégulière, insuffisante. Les taches s'accumulent, les odeurs s'incrustent dans la pierre. Un courtisan fraîchement arrivé de province aurait vomi en empruntant l'escalier menant aux appartements de Madame de Maintenon, la maîtresse puis épouse secrète du roi. L'histoire a fait le tour de la cour. On a ri, mais c'était un rire jaune, parce que tout le monde savait que ce courtisan avait simplement réagi naturellement à ce que les autres avaient appris à supporter. Les jardins, ces jardins magnifiques dessinés par André Le Nôtre, ne sont pas épargnés. Oh, les allées principales sont relativement propres. Le roi s'y promène. Les visiteurs importants y sont conduits. Tout doit être impeccable. Mais les bosquets les plus reculés, les coins les plus isolés, ils servent de latrines à ciel ouvert. Parce que quand vous êtes dans les jardins, loin du château, et que l'envie vous prend, vous n'allez pas faire demi-tour et marcher 15 minutes pour trouver une latrine. Vous trouvez un bosquet discret et vous faites ce que vous avez à faire. Les jardiniers le savent, ils en parlent entre eux. Ils râlent, mais que peuvent-ils faire? Se plaindre à qui? Au roi? Ils se contentent de nettoyer, encore et encore. C'est une bataille perdue d'avance. Et puis il y a un lieu qui devrait être sacré, un lieu qui devrait échapper à cette souillure. Mais même là, la réalité humaine s'impose. La chapelle royale, cette chapelle magnifique, avec ses colonnes de marbre, ses voûtes peintes, ses vitraux colorés. C'est là que le roi assiste à la messe quotidienne. C'est un lieu de prière, de recueillement, de communion avec Dieu. Mais c'est aussi un lieu où s'entassent des centaines de courtisans pendant des heures. Les messes royales sont longues, très longues, parfois 2 heures, 3 heures lors des grandes occasions. Et pendant tout ce temps,
personne ne peut sortir. Sortir de la messe avant la fin serait une insulte au roi et à Dieu. Alors les gens restent. Ils prient, ils chantent, ils écoutent les sermons et ils transpirent. Dans leurs habits lourds, dans cet espace clos où des centaines de corps respirent ensemble. Un chanoine de la chapelle, dans un rapport au grand aumônier, daté de 1691, signale que l'odeur des corps pendant les longues messes rend certains fidèles malades. Il demande poliment s'il serait possible d'améliorer la ventilation. Sa demande est ignorée, parce que la ventilation nécessiterait des travaux, et les travaux coûtent de l'argent, et cet argent, on préfère le dépenser ailleurs. Les conséquences de tout cela sont dramatiques. Versailles n'est pas seulement nauséabond, il est dangereux, mortel même. Les épidémies sont constantes. La dysenterie frappe régulièrement. C'est une maladie horrible. Des diarrhées violentes, des crampes insoutenables, une déshydratation rapide. Dans un lieu où l'hygiène est déjà catastrophique, la dysenterie se propage comme un feu de forêt. Une personne malade contamine les latrines. Les latrines contaminent d'autres personnes. Et le cycle continue. Les fièvres inexpliquées terrassent des courtisans en pleine santé. Un homme robuste, qui semblait aller bien le matin, peut être mourant le soir. Les médecins ne comprennent pas. Ils parlent de miasme, d'humeur déséquilibrée, de malédiction. Mais la vraie cause est simple. Les infections bactériennes prolifèrent dans un environnement aussi insalubre. Les infections cutanées sont omniprésentes. Des plaies qui ne guérissent pas, des furoncles, des abcès. Les gens se grattent constamment. Les poux, les puces, les punaises de lit sont partout. Ils piquent, ils sucent le sang. Et chaque piqûre est une porte d'entrée pour l'infection. Et puis il y a les enfants qui paient le prix le plus lourd. Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche ont eu 6 enfants légitimes. 6. Sur ces 6 enfants, un seul survit à l'enfance. Un seul, le grand dauphin, Louis de France. Les 5 autres meurent tôt jeunes, très jeunes, quelques mois, quelques années. Les causes officielles sont vagues, fièvre, maladies infantiles, volonté de Dieu. Mais la vérité est plus simple. Versailles est un environnement toxique pour les enfants. Leur système immunitaire fragile ne peut pas résister aux infections constantes. Ils respirent l'air vicié, ils sont entourés de gens malades. Ils vivent dans la promiscuité et la saleté. Le médecin Fagon, témoin de plusieurs de ces décès, note dans son journal privé que l'insalubrité du château contribue sans doute à la faiblesse des jeunes princes. C'est une phrase prudente, diplomatique. Mais derrière cette prudence, il y a une accusation claire. Versailles tue les enfants royaux. Madame de Sévigné, dans ses lettres, évoque les vapeurs pestilentielles de Versailles. Elle écrit qu'elle est convaincue que ces vapeurs ont contribué à la mort prématurée de plusieurs de ses proches. Elle parle d'un monde où l'air même est empoisonné. Ce n'est pas une exagération, c'est une observation clinique. Dans un lieu où des milliers de personnes vivent sans hygiène adéquate, où les déchets s'accumulent, où la ventilation est inexistante, l'air est littéralement toxique et personne ne fait rien. Parce que faire quelque chose impliquerait d'admettre le problème. Et admettre le problème impliquerait de reconnaître que Versailles, ce symbole parfait de la grandeur française, est en réalité invivable. Alors on continue, on se parfume, on respire dans ses mouchoirs, on évite certains escaliers, on fait semblant, toujours faire semblant. Mais les corps, eux, ne font pas semblant. Ils tombent malades, ils développent des infections chroniques, ils meurent prématurément. Et chaque mort, chaque maladie est une preuve supplémentaire que la magnificence de Versailles cache une réalité insoutenable. Le paradoxe du roi Soleil se révèle dans toute sa cruauté. Louis XIV contrôle tout, les gestes, les paroles, les vêtements, l'étiquette. Il décide qui parle, qui se tient où, qui a droit à quoi. Son pouvoir semble absolu.
Mais il ne peut pas contrôler l'odeur. Il ne peut pas empêcher les corps de suer, de se décomposer lentement dans leurs habits jamais lavés. Il ne peut pas arrêter les épidémies. Il ne peut pas ressusciter ses enfants morts. Le pouvoir absolu a ses limites, et ses limites sentent atrocement mauvais. Il faut maintenant parler de ce que tout cela révèle, pas seulement sur Versailles, mais sur le pouvoir, sur la dignité humaine, sur ce que les gens sont prêts à sacrifier pour maintenir une illusion. Louis XIV est obsédé par le contrôle. C'est un homme qui a passé sa vie à orchestrer chaque détail de son règne. Il décide de la couleur des rubans que portent les courtisans. Il choisit qui a le droit de s'asseoir en sa présence et qui doit rester debout. Il contrôle jusqu'au moment où ses domestiques peuvent entrer dans sa chambre le matin. Ce contrôle s'étend à tout. Les artistes peignent ce qu'il veut qu'on voit. Les écrivains célèbrent ce qu'il veut qu'on célèbre. Les chroniqueurs officiels racontent une version magnifiée de chaque événement. Dans les gravures de l'époque, Versailles est un paradis terrestre. Les courtisans sont élégants, radieux, heureux. Le roi brille comme le soleil qu'il prétend incarner. Mais voilà le paradoxe terrible. Louis XIV peut contrôler les images, il peut contrôler les mots, il peut contrôler les gestes, mais il ne peut pas contrôler l'odeur. L'odeur ne ment pas, elle ne peut pas être censurée, elle ne peut pas être embellie, elle est là, omniprésente, implacable, et elle révèle la vérité que toute la propagande du monde ne peut cacher. Versailles n'est pas un paradis, c'est un lieu où des milliers d'êtres humains souffrent quotidiennement. Primi Visconti est un Italien cultivé qui fréquente la cour française. Dans les années 1670, il vient de cours italiennes réputées pour leur raffinement. Il a vu les palais de Florence, de Rome, de Venise. Et quand il arrive à Versailles, il est stupéfait, mais pas par la beauté, par le contraste. Dans ses mémoires, publiées bien après sa mort pour éviter les représailles, il écrit une phrase dévastatrice. « Le roi veut qu'on le croie Dieu sur terre, mais les dieux ne sentent pas la sueur et les excréments. » Cette phrase résume tout. Louis XIV se présente comme un être supérieur, au-dessus de l'humanité ordinaire, choisi par Dieu, incarnant la perfection. Mais son corps, comme tous les corps humains, transpire. Ses entrailles produisent des déchets. Il vieillit, il souffre, il sent mauvais. Et autour de lui, des milliers de personnes maintiennent l'illusion. Elles font semblant, elles sourient, elles s'inclinent, elles applaudissent. Mais dans leurs lettres privées, loin des oreilles du pouvoir, elles disent la vérité. Ces lettres sont précieuses, parce que ce sont les seules archives honnêtes de cette époque. Les chroniques officielles mentent, les rapports d'intendance embellissent, les mémoires publiques glorifient, mais les lettres privées, écrites sans intention de publication, racontent ce qui se passe vraiment. Madame Palatine écrit des centaines de lettres à sa famille en Allemagne. Elle décrit tout, les intrigues de cour, les scandales, les hypocrisies. Et elle parle de l'odeur, constamment, obsessionnellement, parce que c'est la chose qu'elle ne peut pas supporter. Cette femme habituée aux cours allemandes, plus petite, plus aérée, étouffe littéralement à Versailles. Dans une lettre particulièrement crue, elle écrit qu'elle a dû quitter précipitamment une réception parce que l'odeur était si forte qu'elle a failli vomir devant tout le monde. Elle décrit sa honte, son humiliation, mais aussi sa colère, parce qu'elle sait que ce n'est pas normal, qu'un palais ne devrait pas être comme ça. Le duc de Saint-Simon va encore plus loin. Lui, il n'écrit pas pour sa famille, il écrit pour l'histoire. Ses mémoires sont un projet conscient. Il veut que les générations futures sachent la vérité sur le règne de Louis XIV. Et il n'épargne rien. Il décrit les courtisans obligés de se soulager dans les escaliers. Il parle des maladies qui se propagent. Il raconte les morts évitables. Et il pose la question que personne n'ose poser à haute voix. Pourquoi le roi le plus puissant du monde ne résout-il pas ce problème ? Sa réponse est cinglante. Parce que le roi
préfèrent la grandeur visible à la dignité invisible, parce que les fontaines impressionnent les ambassadeurs, mais que les toilettes ne sont pas glorieuses, parce que le pouvoir absolu se mesure à l'éblouissement, pas au confort de ceux qui servent. Mais ce ne sont pas seulement les nobles qui souffrent, il y a aussi les domestiques, les invisibles, ceux dont on ne parle jamais, ceux qui font fonctionner Versailles dans l'ombre, les domestiques qui vident les chaises percées, qui nettoient les couloirs souillés, qui transportent les seaux d'excréments dans la nuit. Ces gens travaillent dans des conditions atroces. Ils respirent les vapeurs toxiques, ils touchent les déchets de leurs mains. Beaucoup développent des maladies pulmonaires, des infections chroniques, et ils sont payés une misère, parce que c'est un travail dégradant, un travail que personne ne veut faire. Alors on le confie aux plus pauvres, à ceux qui n'ont pas le choix, et on les paie juste assez pour qu'ils ne meurent pas de faim. Les rapports d'intendance conservés aux archives nationales mentionnent des difficultés à trouver du personnel pour les vidanges. Il faut comprendre ce que cela signifie. Même les domestiques les plus désespérés refusent parfois ce travail. Même ceux qui n'ont rien, qui vivent dans la misère, préfèrent chercher ailleurs plutôt que de vider les fosses de Versailles. C'est une forme de révolte silencieuse, une manière de dire non, de préserver un minimum de dignité, parce qu'il y a des choses que même la nécessité ne peut forcer un être humain à accepter. Les intendants doivent augmenter les salaires, offrir des primes, promettre des avantages, et même ainsi, le recrutement reste difficile, parce que tout le monde sait ce qui attend ceux qui acceptent ce travail. Une vie courte, une santé ruinée, un ostracisme social. Personne ne veut fréquenter quelqu'un qui vide les excréments du roi. Et puis il y a eu une tentative, une seule, un moment où quelqu'un a essayé de changer les choses. François-Michel Le Tellier, marquis de Louvois, le ministre de la guerre de Louis XIV, un homme pragmatique, efficace, qui ne s'embarrasse pas de sentimentalisme. Il a organisé les armées du roi, modernisé les fortifications, gagné des guerres, et en 1680, il a regardé Versailles, vraiment regardé, et il a vu le problème. Louvois est un homme de chiffres, il comprend la logistique, il sait que 10 000 personnes sans infrastructures sanitaires adéquates créent un problème mathématique insoluble. Alors, il prépare un projet, un vaste plan d'assainissement. Son projet prévoit la construction d'un réseau de canalisation souterraine, l'installation de centaines de nouvelles latrines, un système de vidange régulier et organisé, des fontaines d'eau propres dans tout le château pour permettre aux gens de se laver les mains. Le coût estimé est de 400 000 livres. C'est beaucoup d'argent, mais ce n'est rien comparé aux millions dépensés pour les fontaines, les jardins, les dorures. Louvois présente son projet au roi. Il explique les bénéfices, moins de maladies, moins de morts, un palais plus sain, plus durable. Il parle même des économies à long terme, moins de domestiques malades, moins de remplacements, moins de frais médicaux. La réponse de Louis XIV est brève, glaciale. Cet argent servira mieux à une nouvelle aile du château. Le projet est rejeté, enterré. On n'en parle plus jamais. Louvois est furieux, mais il ne peut rien faire. On ne contredit pas le roi. On n'insiste pas. On accepte. Et on passe à autre chose. Cette décision révèle quelque chose de fondamental sur Louis XIV. Ce n'est pas de l'ignorance. Ce n'est pas de l'incompétence. C'est un choix conscient. Le roi sait que Versailles est insalubre. Il sait que des gens meurent. Mais il préfère construire une nouvelle aile, ajouter de nouvelles dorures, créer de nouvelles fontaines. Parce que c'est ça qui compte. L'apparence, la magnificence visible, le message envoyé au monde. Et ce message doit être clair. Louis XIV est le roi le plus puissant d'Europe, et son palais doit le prouver. Le confort de ses sujets, leur santé, leur dignité, tout cela est secondaire, négligeable même, parce que, dans la logique du pouvoir absolu, les individus ne comptent pas. Seule compte la grandeur du système. Des années passent.
la situation empire. Les épidémies se multiplient, les morts s'accumulent. Et finalement, en 1698, un homme décide de faire une dernière tentative. Guy Crescent Fagon, le premier médecin du roi, un homme brillant, respecté, qui a la confiance de Louis XIV. Si quelqu'un peut faire entendre raison au roi, c'est lui. Fagon rédige un mémoire confidentiel, un rapport détaillé sur les nécessités urgentes d'améliorer la salubrité du château. Il y décrit les maladies, les épidémies, les morts. Il cite des chiffres, des cas précis. Il explique que l'insalubrité de Versailles tue des gens, des nobles, des enfants, des innocents. Son rapport est scientifique, mesuré, respectueux, mais ferme. Il conclut que sans changement majeur, Versailles continuera d'être un lieu dangereux, mortel même. Il remet son rapport au roi en main propre, et il attend. Louis XIV lit le rapport, et sa réaction n'est pas celle que Fagon espérait. Le roi est vieillissant maintenant. Il a 60 ans, il est devenu plus religieux, plus rigide. Sous l'influence de Madame de Maintenon, sa maîtresse devenue épouse secrète, il voit le monde différemment, et il interprète le rapport de Fagon non pas comme un conseil médical, mais comme une critique de son œuvre. Versailles est son chef-d'œuvre, sa création, son héritage, et Fagon ose suggérer que cette création est défaillante. Le rapport est enterré, littéralement. Il disparaît dans les archives, on n'en parle plus. Fagon reçoit un message clair. On ne critique pas Versailles. Jamais. Le médecin comprend. Il se tait. Il continue son travail. Il soigne les malades. Il assiste aux morts. Mais il ne propose plus rien. Il a compris que le système est immuable, que le pouvoir absolu ne peut pas admettre ses erreurs, que la grandeur doit être préservée, même au prix de vies humaines. Et c'est là que se trouve le vrai drame de Versailles. Ce n'est pas seulement l'odeur, ce n'est pas seulement l'insalubrité. C'est le choix conscient de privilégier l'apparence sur la réalité humaine. C'est l'acceptation collective d'une souffrance évitable parce que la reconnaître mettrait en danger l'illusion du pouvoir. Des milliers de personnes ont vécu dans ces conditions, ont souffert, sont tombées malades, sont mortes. Et tout cela aurait pu être évité, avec de l'argent qui existait, avec des solutions qui étaient connues, avec une simple décision politique. Mais cette décision n'a jamais été prise, parce que le système ne le permettait pas, parce que la logique du pouvoir absolu ne laissait pas de place à la dignité ordinaire des êtres humains, ordinaires. Le 1er septembre 1715, Louis XIV meurt après 72 ans de règne, le plus long règne de l'histoire de France. Il s'éteint dans son lit à Versailles, le corps rongé par la gangrène, entouré de courtisans en larmes qui jouent déjà leur rôle jusqu'au bout. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit immédiatement après sa mort, quelque chose que personne n'ose dire à voix haute pendant que le roi est encore vivant, mais qui devient évident dès qu'il ferme les yeux pour la dernière fois. Tout le monde veut partir. Philippe d'Orléans devient régent au nom du jeune Louis XV, qui n'a que 5 ans, et sa première décision choque la cour. Il annonce que le gouvernement retourne à Paris, au Palais Royal, loin de Versailles. La raison officielle est pratique. Paris est le centre administratif du royaume. Les ministères y sont installés. Les affaires du gouvernement seront plus faciles à gérer depuis la capitale. Mais tout le monde connaît la vraie raison. Le régent ne supporte plus Versailles. Il a passé des décennies à endurer ce lieu. L'odeur, la promiscuité, les intrigues étouffantes, l'hypocrisie permanente. Et maintenant que Louis XIV est mort, plus rien ne l'oblige à rester. Le duc de Saint-Simon, qui accompagne le régent dans son départ, écrit une phrase magnifique dans ses mémoires. « Nous respirâmes enfin un air moins corrompu. » Lisez bien ces mots. Un air moins corrompu. Ce n'est pas une métaphore politique, c'est une description littérale. L'air de Versailles était corrompu, toxique, et quitter ce lieu était physiquement, biologiquement, un soulagement.
Les courtisans suivent le mouvement. En quelques semaines, Versailles se vide. Des milliers de personnes qui vivaient là depuis des décennies font leurs bagages et retournent à Paris. Certains retrouvent leurs anciens hôtels particuliers, d'autres louent des appartements, mais tous partagent le même sentiment, une libération. Pour la première fois depuis 40 ans, on peut respirer à Paris sans être écrasé par l'étiquette de Versailles. On peut ouvrir ses fenêtres sans demander la permission. On peut organiser sa vie comme on le souhaite. C'est une renaissance. Versailles devient presque vide. Les domestiques restent pour l'entretien minimum. Quelques gardiens, quelques administrateurs. Mais le château perd sa fonction. Il n'est plus le centre du pouvoir. Il n'est plus le lieu où tout se décide. Et sans la présence permanente de milliers de personnes, quelque chose de remarquable se produit. L'odeur diminue, pas complètement. Les années d'accumulation ont imprégné les murs, les tentures, les parquets. Mais sans la production constante de nouveaux déchets, sans la transpiration de milliers de corps, l'air devient progressivement plus respirable. Les domestiques qui restent racontent qu'ils redécouvrent le château, qu'ils peuvent enfin nettoyer correctement certaines zones qui étaient constamment souillées, que pour la première fois, ils peuvent faire leur travail sans être submergés. Mais cette pause ne dure pas. En 1723, Louis XV a 13 ans. Il est déclaré majeur et on commence à parler de son retour à Versailles. Le jeune roi a grandi au Palais Royal, puis aux Tuileries. Il ne connaît pas vraiment Versailles. Il n'a pas de mémoire personnelle de l'époque de Louis XIV. Pour lui, ce château est un symbole, un héritage, le lieu où son arrière-grand-père a régné en maître absolu. En 1722, Louis XV retourne officiellement à Versailles. La cour le suit. Les milliers de courtisans reviennent. Et avec eux, les problèmes reviennent aussi. Mais Louis XV n'est pas Louis XIV. C'est un homme plus sensible, plus soucieux de son confort personnel. Il n'a pas l'obsession de la grandeur publique de son prédécesseur. Il veut vivre agréablement. Et donc, il fait ce que Louis XIV a toujours refusé de faire. Il investit dans les toilettes, pas massivement, pas révolutionnairement, mais progressivement. Il fait installer des chaises d'aisance permanentes dans plus de salles. Il organise des équipes de vidange régulières. Il améliore la ventilation dans certaines parties du château. Ce ne sont pas des changements spectaculaires. Versailles reste un lieu problématique. Mais c'est mieux, significativement mieux. Les courtisans le remarquent. Dans les lettres de cette époque, on trouve moins de plaintes sur l'odeur. Pas zéro, moins. La marquise de Pompadour, la maîtresse officielle de Louis XV pendant près de 20 ans, joue un rôle important dans ces améliorations. C'est une femme intelligente, cultivée, qui a le goût du confort. Elle fait aménager ses propres appartements avec des systèmes de ventilation sophistiqués. Elle insiste pour avoir des chaises d'aisance propres et régulièrement entretenues. Et parce qu'elle a l'oreille du roi, ses exigences personnelles deviennent progressivement des standards pour d'autres parties du château. Pas pour tout le monde. Les courtisans ordinaires vivent toujours dans des conditions médiocres. Mais au moins, il y a une conscience du problème. Une volonté, timide certes, d'améliorer les choses. Louis XV meurt en 1774. Son petit-fils Louis XVI lui succède. Et avec ce nouveau roi arrive une nouvelle reine, Marie-Antoinette, une princesse autrichienne de 19 ans, qui découvre Versailles avec des yeux neufs. Et ce qu'elle découvre la choque profondément. Marie-Antoinette vient de la cour de Vienne, une cour impériale certes, mais organisée différemment, plus petite, plus intime, plus propre aussi. À Vienne, les palais impériaux ont des systèmes d'assainissement corrects. Pas parfaits, mais corrects. Versailles la horrifie. Dans ses lettres à sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, elle décrit son malaise. Elle parle de l'air étouffant, de l'odeur persistante, de son incapacité à dormir certaines nuits tant l'atmosphère est oppressante. Elle essaie de s'adapter. Elle fait de son mieux
pour jouer son rôle de reine de France, mais elle suffoque, littéralement. Elle a besoin d'air, d'espace, de nature propre. Et c'est alors qu'elle découvre le petit Trianon. Ce petit château, construit par Louis XV pour Madame de Pompadour, se trouve à 2 kilomètres du palais principal. C'est un lieu modeste en comparaison de Versailles. Seulement quelques dizaines de pièces, un jardin à taille humaine, mais c'est surtout un lieu respirable. Parce que le petit Trianon n'héberge pas des milliers de personnes, quelques dizaines au maximum. La reine, ses dames de compagnie, quelques amis proches, c'est tout. Et donc, les problèmes d'assainissement sont gérables. Les toilettes sont suffisantes. La ventilation fonctionne. L'air est pur. Marie-Antoinette tombe amoureuse du petit Trianon. Elle y passe de plus en plus de temps. Elle y fait aménager un jardin anglais. Elle y crée son hameau, ce village miniature où elle peut jouer à la bergère. Elle y échappe à l'étiquette étouffante de Versailles. L'histoire traditionnelle raconte que Marie-Antoinette fuyait vers le petit Trianon par désir de simplicité, parce qu'elle voulait échapper aux contraintes de la cour, vivre une vie plus authentique, plus proche de la nature. C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité plus prosaïque, moins romantique, c'est que le petit Trianon sentait infiniment meilleur que Versailles. C'était un lieu où on pouvait respirer sans retenir son souffle, où on pouvait dormir sans être réveillé par l'odeur, où on pouvait vivre comme un être humain normal. Les pamphlétaires révolutionnaires accuseront Marie-Antoinette de se moquer du peuple, de jouer à la bergère pendant que les Français souffraient de la faim. Et il y a une part de vérité dans ces accusations, mais ils ne comprenaient pas, ou ne voulaient pas comprendre, que sa fuite vers le petit Trianon était aussi une fuite désespérée d'un lieu invivable. Louis XVI, de son côté, tente quelques réformes à Versailles. Il fait installer plus de latrines. Il organise mieux les équipes de nettoyage. Il dépense même de l'argent pour améliorer la ventilation dans certaines galeries. Mais c'est trop peu, trop tard. Versailles reste fondamentalement invivable pour les milliers de personnes qui y sont entassées. Et cette invivabilité devient un symbole de tout ce qui ne va pas dans l'Ancien Régime. Parce que Versailles incarne parfaitement la contradiction centrale de ce système politique, une façade magnifique qui cache une réalité pourrie, une propagande éclatante qui masque une souffrance quotidienne, une grandeur affichée qui se construit sur le mépris des besoins humains les plus élémentaires. Les philosophes des Lumières qui écrivent pendant cette période comprennent ce symbolisme. Voltaire, qui a visité Versailles, qui a côtoyé la cour, écrit dans ses notes personnelles une phrase dévastatrice. La puanteur du despotisme ne peut être masquée par aucun parfum. Cette phrase n'est pas qu'une métaphore. Voltaire parle littéralement de l'odeur de Versailles, mais il comprend aussi la dimension symbolique. Le despotisme, comme Versailles, sent mauvais, parce qu'il méprise l'humanité des gens ordinaires, parce qu'il privilégie l'apparence sur la substance, parce qu'il force les gens à vivre dans des conditions indignes tout en célébrant une grandeur fictive. Montesquieu, dans L'Esprit des lois, analyse les mécanismes du pouvoir absolu. Il explique comment ce système nécessite une séparation radicale entre la réalité et l'apparence, comment il force les sujets à nier leurs propres expériences, à sourire pendant qu'ils souffrent, à applaudir pendant qu'ils étouffent. Versailles est l'incarnation physique de cette analyse. C'est un lieu où chacun doit faire semblant, où personne ne peut dire la vérité, où l'expérience vécue doit être niée au profit de la version officielle. Et cette négation a un coût humain immense. Les milliers de domestiques qui ont ruiné leur santé en nettoyant les immondices du pouvoir. Les courtisans qui ont développé des maladies chroniques en vivant dans la promiscuité. Les enfants morts prématurément dans cet environnement toxique. Tous ces gens
ont payé le prix de la grandeur de Louis XIV. Leur dignité a été sacrifiée sur l'autel de la magnificence royale. Leurs corps ont servi de fondations invisibles au palais visible. Et le plus tragique, c'est que ce sacrifice était évitable. L'argent existait, les solutions techniques existaient. La volonté seule manquait. La volonté d'admettre que la grandeur ne se mesure pas seulement à ce qui brille, mais aussi à ce qui se cache dans l'ombre. Versailles nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature du pouvoir. Le pouvoir absolu ne peut pas admettre ses failles. Il ne peut pas reconnaître ses échecs, parce que cette reconnaissance mettrait en danger toute sa légitimité. Si Louis XIV avait admis que Versailles était insalubre, il aurait dû admettre que son jugement était faillible. Si les courtisans avaient y parlé ouvertement de l'odeur, ils auraient dû reconnaître que le paradis du roi Soleil n'en était pas un. Si la propagande officielle avait dit la vérité, tout l'édifice du pouvoir absolu se serait effondré. Alors on a préféré mentir, collectivement, systématiquement, et ce mensonge a coûté des vies. Revenons à Versailles aujourd'hui. Le château tel qu'il existe maintenant, au XXIe siècle. Des millions de touristes le visitent chaque année. Ils viennent du monde entier. Ils photographient les ors. Ils admirent la galerie des glaces. Ils se promènent dans les jardins de Lenôtre. Et ce qu'ils voient est magnifique, réellement magnifique. Parce que Versailles est un chef-d'œuvre, une prouesse architecturale, un témoignage extraordinaire du génie humain. Les artistes, les architectes, les artisans qui l'ont créé étaient des maîtres absolus de leur art. Les miroirs de la galerie des glaces sont toujours là, capturant la lumière avec la même magie qu'au XVIIe siècle. Les plafonds peints par Lebrun racontent toujours les victoires de Louis XIV, avec la même puissance dramatique. Les jardins continuent de fasciner par leur géométrie parfaite, leur beauté orchestrée. Mais maintenant, vous le savez, vous connaissez l'autre vérité, celle que les guides touristiques ne racontent pas, celle que les brochures n'évoquent jamais. Vous savez que sous ces parquets cirés, dans ces couloirs élégants, des milliers de personnes ont vécu dans des conditions insoutenables, que derrière ces miroirs étincelants se cachait une puanteur constante, que sous cette magnificence visible se trouvait une réalité invisible faite de souffrances, de maladies et de dignité bafouée. Cette connaissance change tout. Elle ne diminue pas la beauté de Versailles. Au contraire, elle la rend plus complexe, plus humaine, plus vraie, parce que l'histoire n'est jamais simple, elle n'est jamais unidimensionnelle. Les mêmes lieux peuvent être simultanément des chefs-d'œuvre artistiques et des lieux de souffrance humaine. Les mêmes personnes peuvent créer des merveilles et causer des tragédies. La grandeur et la misère coexistent, toujours. Louis XIV n'était pas un monstre, c'était un homme de son époque, un homme qui croyait sincèrement qu'il incarnait le pouvoir divin sur terre, qui pensait que la gloire de la France justifiait tous les sacrifices, qui était convaincu que sa mission était de créer un symbole éternel de grandeur française, et il a réussi. Versailles est ce symbole. 3 siècles après sa mort, le monde entier connaît ce palais. Des millions de personnes viennent le contempler. Son influence architecturale s'est répandue dans toute l'Europe. Tous les monarques qui l'ont suivi ont voulu leur propre Versailles. Mais à quel prix? Le prix se compte en vies humaines. Les domestiques morts prématurément d'infection. Les courtisans tombés malades dans la promiscuité. Les enfants royaux emportés par des épidémies qu'un meilleur assainissement aurait pu prévenir. Le prix se compte aussi en dignité perdue. Ces milliers de personnes obligées de vivre dans des conditions qu'elles savaient inacceptables, forcées de sourire pendant qu'elles suffoquaient, contraintes de nier leur propre expérience pour maintenir l'illusion du pouvoir. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette histoire, quelque chose qui résonne au-delà de Versailles, au-delà du XVIIe siècle, au-delà de la France. C'est la question de ce que nous sommes prêts à sacrifier pour la grandeur.
de ce que nous acceptons de cacher pour préserver une image, de la facilité avec laquelle nous nous habituons à l'inacceptable quand le système nous pousse à faire semblant. Les courtisans de Versailles n'étaient pas des lâches, c'étaient des gens ordinaires pris dans un système extraordinairement puissant, un système qui récompensait le silence et punissait la vérité, un système où dire « le roi est nu » n'était pas seulement imprudent, c'était politiquement suicidaire. Alors ils se sont tus, ils ont respiré dans leurs mouchoirs parfumés, ils ont porté leurs pommes d'ambre, ils ont fait semblant que tout allait bien. Et progressivement, cette habitude de faire semblant est devenue une seconde nature. C'est peut-être la leçon la plus importante de Versailles. Pas que le pouvoir corrompe, nous le savions déjà, mais que le pouvoir crée des systèmes qui rendent impossible de dire la vérité, qui transforment le mensonge collectif en normes sociales, qui font de la complicité silencieuse une condition de survie. Et ces systèmes ne sont pas propres au XVIIe siècle. Ils existent partout où le pouvoir privilégie l'apparence sur la substance, où l'image compte plus que la réalité, où maintenir l'illusion devient plus important que résoudre les problèmes. Combien de nos propres Versailles modernes existent aujourd'hui? Combien d'institutions magnifiques en façade cachent des réalités insoutenables? Combien de systèmes forcent les gens à sourire pendant qu'ils souffrent? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, ce sont des questions que chaque génération doit se poser, parce que la tentation de privilégier l'apparence sur la dignité humaine est universelle, intemporelle. Elle ne disparaît jamais complètement. Versailles nous enseigne aussi quelque chose sur la mémoire, sur la façon dont l'histoire est racontée. Pendant des décennies, la version officielle de Versailles était simple. C'était le chef-d'œuvre de Louis XIV, le symbole de la grandeur française, la perfection incarnée. Les chroniqueurs officiels avaient fait leur travail. Ils avaient créé une narration glorieuse, une légende dorée. Mais les lettres privées racontaient une autre histoire. Les témoignages cachés révélaient une autre vérité. Et progressivement, au fil des siècles, ces voix dissidentes ont émergé. Ces vérités inconfortables ont été découvertes dans les archives. Et maintenant, nous avons les deux versions, la magnificence et la misère, la gloire et la puanteur, les miroirs et les excréments. Les deux sont vrais, les deux sont importantes. Ignorer l'une ou l'autre serait une trahison de l'histoire. C'est peut-être la responsabilité de chaque historien, de chaque conteur. Ne pas choisir entre la beauté et la laideur, mais montrer comment elles coexistent. Ne pas simplifier pour créer des héros ou des monstres, mais révéler la complexité troublante de l'humanité réelle. Les anonymes de Versailles méritent d'être rappelés. Les domestiques qui vidaient les fosses dans la nuit, les femmes de chambre qui nettoyaient les couloirs souillés, les jardiniers qui ramassaient les déchets dans les bosquets. Ces gens n'ont pas de statut, leurs noms ne sont pas gravés dans le marbre, personne ne connaît leur visage. Mais sans eux, Versailles n'aurait pas existé. Leur labeur invisible a permis à la magnificence visible de fonctionner. Leur dignité, sacrifiée, a servi de fondation à la grandeur affichée. Ils méritent d'être honorés, pas pour leur souffrance, mais pour leur humanité, pour avoir préservé un minimum de dignité, dans un système qui ne leur en laissait presque aucune, pour avoir refusé parfois les tâches les plus dégradantes, pour avoir survécu. Et les courtisans aussi méritent notre compréhension, pas notre admiration nécessairement, mais notre compréhension, parce qu'ils étaient pris au piège, pris entre leur besoin de survivre dans le système et leur conscience de l'absurdité de ce système. Certains, comme Madame Palatine ou le duc de Saint-Simon, ont trouvé des moyens de résister, pas ouvertement, pas de façon héroïque, mais en écrivant la vérité dans leurs lettres privées, en créant des archives honnêtes
pour les générations futures, en refusant de laisser le mensonge être la seule version qui survive. C'est une forme humble de courage, pas celle qui fait les légendes, mais celle qui préserve la vérité quand tout le système conspire à l'enterrer. Louis XIV voulait créer un paradis sur terre, un lieu où le pouvoir absolu s'incarnerait dans la perfection visible, où chaque détail reflèterait la grandeur divine du monarque, où le monde entier viendrait admirer la supériorité française. Il a partiellement réussi. Versailles reste l'un des plus beaux monuments jamais construits. Son influence architecturale est immense. Sa beauté continue de fasciner. Mais il a aussi échoué, parce qu'il a oublié quelque chose d'essentiel. Les paradis ne sentent pas, les dieux n'ont pas de besoins corporels, les perfections n'ont pas de failles. Et Versailles sentait terriblement, parce que c'était un lieu habité par des êtres humains réels, avec des corps réels, des besoins réels, des limites réelles. Le pouvoir absolu ne peut rien contre la nature humaine. Louis XIV pouvait contrôler les gestes, les paroles, l'étiquette, mais il ne pouvait pas empêcher les corps de transpirer, de produire des déchets, de tomber malade. Cette impuissance révèle la vérité ultime sur le pouvoir. Il a toujours des limites. Il peut façonner les apparences, mais il ne peut pas abolir la réalité. Il peut forcer les gens à se taire, mais il ne peut pas changer ce qu'ils vivent. Et à long terme, c'est la réalité qui gagne. Toujours. Parce que les mensonges, même collectifs, même systémiques, ne peuvent pas durer éternellement. À un moment, quelqu'un parle, quelqu'un écrit la vérité, quelqu'un refuse de continuer à faire semblant. Et alors, l'histoire change. La version officielle est confrontée aux témoignages privés. La propagande rencontre les archives. La légende dorée se fissure et la complexité humaine réapparaît. Versailles aujourd'hui est un musée. Les touristes peuvent visiter les appartements du roi, marcher dans la galerie des glaces, se promener dans les jardins. Tout est propre maintenant, restauré, préservé. L'odeur a disparu. Les systèmes d'assainissement modernes ont résolu les problèmes que Louis XIV refusait d'affronter. Les toilettes sont nombreuses, propres, fonctionnelles. La ventilation marche, l'air est pur. C'est ironique. Il a fallu que Versailles cesse d'être un palais habité pour devenir véritablement vivable. Il a fallu que le pouvoir parte pour que la dignité revienne. Mais la leçon demeure, gravée dans les pierres, présente dans chaque galerie, visible pour ceux qui savent regarder. La grandeur ne se mesure pas seulement à ce que l'on voit, elle se mesure aussi à ce que l'on refuse de regarder. Le pouvoir absolu crée des monuments spectaculaires, mais il le fait souvent au mépris de la dignité humaine. Et cette dignité, même sacrifiée, même niée, reste la mesure ultime de notre humanité. Louis XIV a construit Versailles pour l'éternité, pour que son nom résonne à travers les siècles, pour que le monde n'oublie jamais sa grandeur. Il a réussi. Nous nous souvenons de lui, nous visitons son palais, nous admirons son œuvre, mais nous nous souvenons aussi de l'odeur, de la puanteur qu'il refusait d'admettre, de la souffrance qu'il choisissait d'ignorer, de la dignité qu'il sacrifiait sur l'autel de sa gloire. Et peut-être que c'est la vraie leçon, la leçon que Versailles nous enseigne 3 siècles plus tard. La grandeur construite au mépris de l'humain ne dure jamais intacte. Tôt ou tard, la vérité émerge. Les lettres sont découvertes, les témoignages refont surface, et l'histoire complète, dans toute sa complexité troublante, remplace la légende simpliste. Versailles reste l'un des plus beaux monuments de l'histoire humaine. Mais c'est aussi le rappel permanent que la beauté ne suffit pas, que la magnificence sans dignité est creuse, que le pouvoir sans humanité est corrompu, et que la vraie grandeur se mesure non pas à ce qui brille sous le soleil, mais à ce qui se passe dans l'ombre, non pas aux fontaines spectaculaires, mais aux toilettes fonctionnelles, non pas aux miroirs dorés, mais
au respect des besoins humains les plus élémentaires. Louis XIV voulait qu'on le croie Dieu. Mais les Ambassadors, Dieu ne transpire pas, ils ne tombent pas malades, ils ne sentent pas mauvais. Louis XIV était un homme, et Versailles, malgré toute sa splendeur, reste le témoignage de cette humanité, avec sa grandeur et avec sa misère. Les deux font partie de notre héritage. Les deux méritent d'être racontés. Les deux nous rappellent qui nous sommes. Des êtres capables de créer des merveilles, mais aussi capables d'ignorer la souffrance quand elle menace nos illusions. Et c'est peut-être la question que Versailles nous pose encore aujourd'hui, à travers les siècles. Quelles sont nos propres illusions? Quelle souffrance choisissons-nous d'ignorer? Quelle magnificence construisons-nous pendant que d'autres, dans l'ombre, paient le prix de notre refus de voir? Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont nécessaires, parce que sans elles, nous répétons les mêmes erreurs. Nous construisons nos propres Versailles. Brillant en façade, pourri à l'intérieur. L'histoire de Versailles est celle de la France, mais c'est aussi celle de l'humanité, de notre capacité infinie à créer de la beauté, et de notre tendance tout aussi infinie à la construire sur des fondations de souffrance niées. Tant que nous nous souvenons des deux, tant que nous racontons l'histoire complète, nous avons une chance d'apprendre, de changer, de créer une grandeur qui ne sacrifie pas la dignité. C'est ce que les miroirs de Versailles devraient nous refléter, pas seulement notre émerveillement devant la beauté, mais aussi notre responsabilité envers la vérité, parce que la grandeur sans vérité n'est qu'une illusion, belle peut-être, impressionnante certainement, mais fragile, éphémère, et en fin de compte, inhumaine. Versailles tient toujours debout, magnifique, fascinant, éternel dans sa splendeur. Mais si vous tendez l'oreille, si vous écoutez vraiment, vous entendrez peut-être l'écho de ces milliers de voix, celles qui ont vécu dans l'ombre de la grandeur, qui ont souffert pour que le roi soleil brille. Elles nous murmurent encore aujourd'hui, à travers les archives oubliées, les lettres jaunies, les témoignages censurés. Elles nous disent une vérité simple, intemporelle, universelle. La vraie grandeur ne se mesure pas à ce qui éblouit les yeux, mais à ce qui respecte la dignité de ceux qui ne seront jamais vus.